Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'interviewer un grand plongeur, Pascal Bernabé, qui a été de 2005 à 2014 le détenteur du record du monde de profondeur en scaphandre autonome à moins 330 mètres. Ce record a été battu en 2014 par le nageur de combat égyptien Ahmed Gamal Gabr avec 332,35 mètres. Pascal va surtout nous parler dans cet épisode de sa plongée record, mais aussi de la plongée spéléo et tech en général, qu'il continue encore aujourd'hui d'enseigner sous forme de stage. Bonne écoute! Bonjour Pascal. Bonjour Christelle. Je suis vraiment très honorée de t'interviewer aujourd'hui, d'interviewer un grand plongeur comme toi. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter ? Donc j'ai commencé la plongée quand j'avais 25 ans, donc ça fait une trentaine d'années que je plonge. J'ai commencé en mer Rouge, j'étais coopérant à l'époque dans la région. J'étais plongeur loisir pendant 2 ans. J'ai très vite basculé au bout de un peu moins de 2 ans de pratique dans la plongée souterraine, dans la montagne noire au début, dans des grottes assez pourries, petites, étroites, pas profondes du tout. Mais ça a été très formateur pour la suite. Et après, j'ai fait quasiment, je pense que pendant 8 ans, j'ai fait quasiment que de la plongée souterraine, donc de plus en plus profonde. Donc ça a commencé par des petits siphons à -1, -2, où derrière c'était plutôt de la spéléo sèche. Et ça s'est terminé plutôt par des plongées à je sais pas, -80, -100, voilà, ça a été très vite, ça a été le parcours. Tu faisais ça pour le plaisir ? Ouais, c'était un loisir, ouais. Donc j'ai fait des explorations pendant 8 ans. Après, j'ai rencontré François Brun. Un petit peu avant, la mer me manquait, donc je me suis remis à la plongée mer, donc surtout, toujours pareil sur de l'exploration, comme en spéléo, sur de l'exploration d'épave, donc, avec un copain et ensuite surtout avec François, avec qui par la suite on a écrit des livres. Et puis voilà, et puis après j'ai formé des plongeurs pompiers pendant 2 ans. Et puis après, j'en ai fait mon boulot pendant une dizaine d'années. J'ai formé des plongeurs loisirs au tech, du tech débutant et à la spéléo aussi, jusqu'au tech le plus profond, quoi. Et à quel moment t'es venue l'idée de te lancer dans un record du monde ? Alors, c'était justement pour la spéléo, c'est pour ça que c'était intéressant. J'ai pas fait de la profondeur dès le début. Alors, je reconnais que j'ai toujours plus ou moins aimé, mais bon, profondeur au début c'était 40-50 mètres quand on est plongeur loisir. Après, c'est plutôt les grottes qu'il m'a été donné d'explorer. Il y a pas mal de terminus d'exploration qui étaient, donc je te parle de 1995, quelque chose comme ça, qui étaient dans la zone des 80-100 mètres, quoi. Donc je me suis mis, j'ai commencé un peu profond à l'air, mais j'ai vite compris qu'en spéléo c'était un peu dangereux, un peu beaucoup, donc je me suis mis à la plongée au mélange, avec les scooters, enfin voilà, tous les outils qu'on peut utiliser. Et donc je suis allé à 80, 100, et puis par exemple, j'ai exploré une grotte dans l'Hérault là, que j'ai repris à 100 mètres, et puis ça a été 127, 150, 160, voilà. Et c'est comme ça, tout doucement, que j'ai commencé à plonger de plus en plus profond. Et après, je me suis retrouvé à Fontaine-du-Vaucluse pour un boulot qu'on m'avait proposé, qui était d'aller chercher un ROV d'exploration, qu'une association d'exploration spéléo avait envoyé pour prendre des mesures de largeur de la galerie, enfin de dimension de la galerie. Et ça, elle s'est bloquée dans un fil qu'avait laissé un gars. Et donc, je suis descendu le débloquer à 174 mètres. Du coup, l'année d'après, j'ai fait une plongée à 250 mètres. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Parce que à ce moment-là, donc ça devait être en 97. Et donc là, je me suis dit que à l'époque, j'étais à 30 mètres du record du monde. Voilà, de l'époque. Qui était une exploration de Jim Bowden, un copain américain. Voilà, au Mexique, et donc je me suis dit une trentaine de mètres, je sais pas, ça m'est venu comme ça en fait, voilà. C'est un peu la genèse de l'idée, quoi, voilà. Le seul souci, c'est que quand j'ai eu l'idée, le record était à 285 par Jim, le copain américain,
et que le temps que j'arrive à réunir une équipe, enfin à trouver une équipe, à monter le projet, on l'a fait en 2005 et qu'entre-temps le record était passé donc à 318, voilà, ce qui était plus du tout la même plongée, quoi, voilà. Et ça t'a pris combien de temps, du coup, la préparation? En quoi ça consiste? De la première fois où j'ai eu l'idée, donc en 97 au record, 2005, on fait 8 ans, quoi. 8 ans, donc le temps, je te dis, le temps de trouver une équipe, parce que ça, à mon avis, c'est primordial. Des gens compétents et avec qui on a une relation d'amitié, tu vois, de confiance aussi. Et ensuite bah, trouver un peu les sponsors, le matériel, tout préparer, trouver l'endroit. Alors pendant quelques années, on a essayé de le faire. François Brun, donc qui était le principal, on va dire, accompagnateur, organisateur entre guillemets hein, de mon record, avait un bateau à l'époque qui faisait une quinzaine de mètres et il était basé sur la côte catalane. Et donc on avait décidé de le faire là parce qu'on faisait ça vraiment en amateur, hein, enfin sur des week-ends, les vacances et tout. Et sauf que, alors on a réussi à faire une plongée, une espèce de plongée, comment on dit, une répétition du record à 231 mètres, on avait ce qu'on appelle pétole dans le coin, tu vois, une espèce d'eau d'huile, tu vois, et c'était au Cap Créus, dans les eaux entre la France et l'Espagne, pour trouver la profondeur et pour faire 300 et quelques, il nous fallait aussi le même genre d'endroit, on voulait 400 mètres de fond, tu vois, en cas de dérive, pour pas être surpris. Et sauf qu'après cette plongée à 231, on n'a plus jamais eu les conditions adéquates. Enfin, une fois on y est allé, on avait la météo nous annonçait en direct une belle météo et en fait on avait des creux de 2, 3, 4 mètres. Enfin voilà, dès le matin déjà, donc c'est mauvais pour la journée. Et comme ça, voilà, on a eu deux, trois tentatives avortées, dont une où j'étais vraiment sur le bateau, hein. Et au bout d'un moment, l'équipe, et François en particulier, m'a dit, écoute, ça dans le coin, ça a l'air compliqué. Essaye de trouver un autre endroit. Et à ce moment-là, il y a Paul Poivert, donc qui était le rédacteur en chef d'Octopus à l'époque, et qui avait un copain corse, donc Denis Bignan, qui avait un club à Propriano, dans la baie du Valenco, et qui voilà, il a entendu parler de l'histoire et il m'a proposé d'organiser mon record. Donc Denis Bignan, quoi, voilà, à Propriano. Donc ça tombait très très bien, très très bien. Et donc on leur doit aussi le record, hein, parce que s'ils n'avaient pas été là, peut-être on chercherait encore, quoi. Parce qu'après, pour aller dans des endroits comme l'Égypte ou les Bahamas ou quoi, où évidemment les conditions sont bien meilleures, il faut un autre budget que ce qu'on avait, quoi. Voilà. Et donc voilà, donc en 2005, début juillet 2005, dès que j'ai eu mes vacances scolaires, j'étais prof d'école à l'époque, donc j'ai eu les vacances le vendredi, le samedi on a pris le ferry, on était là-bas, on a tout préparé, et quelques jours plus tard on a fait le record, quoi, voilà. Donc, du coup, la plongée la plus profonde que t'avais faite juste avant le record, c'était... C'était 250, 250. Et donc, le record à 330 mètres que tu as fait. Ouais, c'était un gros saut. Un gros saut. Déjà parce que j'étais parti sur l'idée d'un record quand il était à 285 mètres, mais pas à 330 mètres. Mais bon, on n'a pas voulu lâcher l'affaire, donc voilà, on était tous un peu têtus. Voilà, on a l'air très raisonnable comme ça, mais j'imagine que on l'était pas tant que ça. Et oui, c'est vrai. Et après, bon, le problème, c'est que pour ces plongées, si je vois un peu les autres personnes qui ont fait les records, c'est pas des plongées où tu peux t'entraîner. Chaque plongée coûte très cher et très risqué, tu vois. Au-delà de, on va dire, 200, à partir et au-delà de 200, les risques d'accident de décompression augmentent, pour moi et puis pour les plongeurs de soutien aussi, hein. Et, et puis c'est des gros, gros, gros trucs à mettre en place, quoi, vraiment des grosses opérations. La météo, enfin tu vois déjà la difficulté qu'on avait eu à faire une plongée à 230 et bon voilà. Donc du coup, malheureusement, j'ai pas pu m'entraîner à des plongées intermédiaires, voilà, qui auraient peut-être ajouté de la complexité et des risques surtout, surtout des risques. Et du coup, en faisant ce genre de record, c'est quoi vraiment le risque? Parce que dans la mesure où vous préparez
voilà, vous avez en plongée tech ou encore plus pendant des records comme ça, vous avez un plan A, un plan B, un plan C en cas de tout ce qui peut arriver, quoi. Du coup, c'est quoi le risque? Le risque principal, alors à l'époque, moi j'avais peur d'un accident de décompression. Donc j'étais bien entouré, enfin on y reviendra après pour la préparation. Mais le risque principal, à mon avis, actuellement, c'est le syndrome nerveux de haute pression. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, parce que il y a eu des tentatives les dernières années qui malheureusement se sont souvent soldées par des accidents graves, voire des morts. Mais par exemple sur des problèmes de gaz, tu vois, je pourrais te dire qu'il faut avoir la quantité de gaz, mais ça m'a toujours semblé des faux problèmes parce que moi, sur moi, j'avais 4 bouteilles au fond, mais j'avais une bouteille à 250 mètres, une bouteille à 200, une bouteille à 150. Tu vois, je pense que le gaz, dans la mesure où on est sur une corde, ben on met des bouteilles, on met autant de bouteilles qu'il faut, et puis on multiplie par deux, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de savoir combien tu vas consommer au fond. Tu vois, tu as toujours les calculs, mais là, on est en dehors des calculs. Voilà. Mais tout ça, je l'avais bien paramétré. J'avais lu comme je te l'ai dit, j'avais le soutien technique, les conseils de Bernard Gardette, donc qui était à l'époque le directeur scientifique de la Comex, qui avait énormément d'expérience sur toutes les opérations de la Comex, on va dire de 200 à 700 mètres, hein, enfin en saturation évidemment, mais quand même, et qui voyait très bien ce qu'était la plongée tech, enfin, qui avait une bonne connaissance. J'avais un préparateur mental, physique, enfin voilà, j'avais une super équipe, comme je te l'ai dit, et j'avais même un nutritionniste. Enfin bon, tout était très bien préparé. Mais après, la chose qu'on n'arrive pas à paramétrer, pour répondre à ta question, c'est le syndrome nerveux de haute pression. C'est-à-dire que il est très aléatoire. Ouais, c'est ça. Tu sais, d'une plongée à l'autre, tu sais pas trop à quelle profondeur il va apparaître. D'une plongée à l'autre, d'un plongeur à l'autre, d'un jour à l'autre. Enfin, tu vois, c'est pas prédictible quoi en fait. Voilà, c'est C'est quoi ce syndrome? donc le syndrome nerveux de haute pression, c'est ça commence par des tremblements au début, donc des extrémités, mais évidemment on le sent surtout aux mains, on peut même le voir, tu vois, des petits tremblements qui plus tu descends évidemment, plus ces tremblements augmentent. Et puis après c'est tout le corps, hein, comme si tu avais froid, sauf que t'as pas froid, c'est vraiment, enfin tu le vois venir hein, si tu connais le. Donc c'est bien dans ces cas-là d'en avoir une idée avant, de savoir ce que c'est. Et après, ça se complique avec une perte de concentration. Alors après, ça se mélange un peu, comme on garde un peu d'azote. Par la suite, j'expliquerai pourquoi. Ça peut se compliquer avec un manque de focalisation, de concentration, des problèmes visuels, parfois. Après, il y a beaucoup de comorbidités, tu vois, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop ce qui est le syndrome nerveux, les problèmes liés à l'oxygène, tout ça, c'est très complexe et c'est beaucoup plus compliqué qu'on essaye de le simplifier, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais voilà, ça peut être des problèmes visuels, beaucoup de tremblements, de difficultés neurocognitives et motrices, tu vois. Voilà. Et au bout d'un moment, bon, ça peut être carrément une perte de connaissance, et bon, voilà, quoi. Donc à ces profondeurs, comme on est seul, c'est donc c'est vraiment le facteur limitant des records actuellement. Enfin, à mon avis, et d'après la plupart des spécialistes, enfin, euh, Bernard Gardette me l'a toujours dit, quoi. La déco, bon, évidemment, si tu manques, si du coup tu dois commencer la déco à 150 mètres et que tu fais pas de palier jusqu'à 70, enfin, tu comprends, mais comme n'importe quelle plongée, quoi. Enfin, pire que dans n'importe quelle plongée. Mais vraiment, le facteur qu'on n'arrive pas à prédire, c'est ça, quoi. Et par exemple, moi, sur la plongée à Fontaine du Vaucluse, tu vois, où je descendais beaucoup plus doucement que pour le record, dès 210 mètres, j'avais déjà des tremblements assez forts. Et jusqu'à 250, j'avais vraiment des gros problèmes visuels, j'avais des gros problèmes de concentration, j'ai quasiment eu un petit blanc, tu vois, enfin voilà. Alors qu'après, sur une plongée à 230 en mer, là, tu vois, avec une descente très 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 rapide, je pense qu'en 5-6 minutes, j'étais au fond, bah, j'avais rien du tout en fait, tu vois. Donc c'est d'un jour à l'autre, on sait pas quoi. Voilà, peut-être la température de l'eau, mais l'eau était quasiment à la même température. On dit que normalement, plus on descend vite et plus on a ce risque, mais c'est pas aussi simple parce que c'est un peu comme la narcose, mais bon, là, descendre lentement pour les professionnels, c'est plutôt descendre c'est pas 10 mètres par minute, tu vois, au lieu de 30 ou 40 ou 50 comme
comme était ma vitesse, mais les professionnels, pour aller à 200 mètres, ils descendent en une demi-journée, par exemple, tu vois, ou en 2 heures, ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, c'est pas, en aucun cas, c'est limité de 44 minutes à 10 mètres minutes, quoi, tu vois, c'est pas, voilà. Donc, c'est plutôt le syndrome nerveux, ouais, voilà. Et après, on met un peu d'azote, parce qu'il semble que des gaz narcotiques comme l'azote, hein, alors peut-être le diminue pas, mais le masque un peu. Voilà, on le ressent un peu moins, mais après tu remplaces un problème par un autre, hein, parce que tu es supposé avoir moins de syndrome nerveux, mais tu as plus de narcose. Voilà. Par exemple, Jim Bowden, quand il a fait son record à 285, il avait une équivalence narcose comme s'il était à 90-100 mètres à l'air, tu vois. Voilà. Mais bon, voilà, moi je voulais pas trop ça, donc j'avais une soixantaine de mètres, 60, 65 mètres d'équivalence narcose qui reste quand même, pour ce genre de plongée, assez raisonnable, quoi. Et après, Bernard Gardette, qui à l'époque était à la Comex, m'avait proposé de mettre de l'hydrogène. Mais là, on était à notre limite d'incompétence pour faire les mélanges, personne ne voulait nous les faire. Enfin, sachant que l'hydrogène, au-delà de 4% d'oxygène dans le mélange, devient explosif, tu vois. Donc voilà, donc on est resté sur des choses qu'on connaissait. Et voilà, donc le facteur limitant, c'est vraiment le syndrome nerveux des hautes pressions, parce que il y a un moment, on sait plus quoi. On sait plus quoi faire avec ça, et c'est vraiment très 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 incapacitant au fond, quoi. Voilà. Tout le reste, je pense qu'on peut le paramétrer. La quantité de gaz, l'aspect psychologique, on peut s'entraîner, l'aspect technique, les changements, tout ça, la complexité de la plongée, voilà. Donc toi, t'es descendu au Trimix? Ouais, j'avais un trimix, ouais, c'est ça. J'ai changé une première fois, j'avais un trimix normoxique jusqu'à 70 mètres. Après, j'avais un autre mélange, une autre bouteille qui m'a amené à 250 mètres. Et de 250 au fond et remonté à 250, j'avais 4 bouteilles avec le même mélange fond, pour pas euh, pour pas avoir de risque de confusion de mélange, tu vois. Voilà, parce que comme on n'est pas au milieu de sa forme au fond. Et alors, du coup, toi, tu peux nous dire un peu ta plongée, comment ça s'est passé? Combien de temps pour descendre? Combien de temps pour remonter? Alors la descente, ça a été 13 minutes. Voilà, en sachant que je m'étais arrêté, qui était inclus dans le temps, puisque c'est ce que je voyais. Je m'étais arrêté une petite minute à 6 mètres, encore sur de l'oxygène, pour me calmer, me focaliser un peu, revoir un peu, enfin tu vois, si tout était bien, si j'étais assez lesté, faire quelques photos avec François. Donc oui, la descente réelle, c'est une dizaine de minutes en fait. Voilà. Et la plongée totale, c'est 8h57. Donc tu fais 8h57 moins 13 minutes et tu as la durée de remontée, quoi. Voilà. C'est quasiment que de la remontée, quoi. Et tu fais quoi pendant cette remontée? Alors au début, tu es très attentif sur les changements de gaz, sur le temps, sur les premiers paliers. Tu vois, c'est des paliers d'une minute, quoi. Donc voilà, sur la vitesse, ouais, la vitesse de remontée, quoi. Et tu es très focalisé. Et après, ben, les derniers paliers, tu t'ennuies, donc tu t'alimentes, tu te réhydrates. Normalement, tu prends un bouquin, mais là, j'avais une oreille abîmée, donc j'arrivais pas à lire. Et puis, il y avait de la houle. Tu sais, il y avait la mer. Le matin, la mer était plate. Enfin, on avait vraiment une belle météo à 9h du matin, la mise à l'eau. Mais le, le soir, enfin, ouais, c'était pas le soir, mais enfin, bon, on va dire quelques heures plus tard, la mer s'était levée. Une grande partie de l'équipe était malade en fait, d'équipe de soutien. Et moi j'étais bon, dès les paliers d'ailleurs de 20, 30, 40 mètres, je sentais la houle, mais alors à la fin c'était insupportable. En plus j'avais une oreille, un tympan abîmé, donc ça faisait très mal et j'arrivais pas à lire. Sinon on peut lire, écouter de la musique, regarder des films. Mais là surtout j'ai passé beaucoup de temps à me réhydrater, ça c'était vital pour la qualité de la décompression, et à manger parce que j'avais rien mangé depuis la veille, quoi. Comme j'avais l'estomac un peu un peu Et ça se passe comment ça? C'est qu'on te descend sur la corde de la nourriture, de l'eau, ou c'est comment? des plongeurs. Ouais, le premier plongeur, c'était François, qui était venu à 65-70 mètres, qui aurait pu aller plus profond si j'étais plus profond que je demandais de l'aide. Mais bon, voilà, et donc il m'avait amené à boire et à manger, un petit bouquin, et puis voilà, surtout de la chaleur humaine. Et, et après, chaque fois, il m'amenait à boire, à manger, donc
à manger. Bon, on essaye de mettre pas mal de salé parce que la grosse erreur, évidemment, c'est de mettre du lait concentré en tube, de la crème de marron, tu vois, des choses comme ça. Et au bout d'un moment, on a envie de vomir. Enfin, tu vois, c'est trop de sucre, quoi. C'est pas bon pendant des heures. Donc, il m'avait préparé des bouillons dans des grosses seringues. Voilà, des soupes. J'avais des aliments en tube salés. Voilà, bon, j'essayais de. Voilà, donc, j'ai passé mon temps à manger, en fait. Et à discuter avec les copains. Voilà. Et alors, ce moment-là où tu as atteint tes 330 mètres, tu t'es senti comment? Pas terrible parce que la descente a été assez. J'étais très stressé avant, très stressé. Pendant la descente, j'étais toujours stressé. Et au fond, j'ai eu une lampe qui a implosé, donc qui m'a abîmé un tympan. Et là, par contre, donc j'ai pas eu le temps de me réjouir. Puis j'étais tellement focalisé sur mon but, sur la gestion du stress, puis, techniquement, enfin, on est diminué sur le plan cognitif, moteur, comme je te l'ai dit, à cause du syndrome nerveux, à cause du stress aussi, hein. Et en même temps, c'est un peu complexe quand même. Tu vois, il y a des changements de mélange, il faut pas lâcher la corde, il faut voilà. Et, et donc j'ai été, ouais, le moment où j'aurais pu me réjouir, en fait, j'étais trop occupé et j'ai eu l'oreille qui m'a fait extrêmement mal, donc j'ai pas eu le temps d'avoir la moindre réjouissance et ça a été directement la remontée en mode survie un peu, tu vois, en mode automatique, voilà. Et vraiment, ouais, on n'est pas dans un état euphorique, tu vois. Non, j'imagine. Physiquement, tu as encore des tremblements quand tu es au fond? Ah oui, oui, ça tremblait. Alors moins que j'aurais pu le penser, mais tu es vraiment obligé de beaucoup te concentrer, tu vois, te focaliser sur les tâches à accomplir. Enfin, c'est. Il y a un film qui montre bien ça, c'est le film Abyss, là où le héros à un moment descend à 1000 mètres. Bon, malheureusement, on n'y était pas. Et on voit qu'il a beaucoup de mal à tout gérer, qu'il tremble, il perd quoi. Voilà, on a des problèmes visuels, tu vois. Enfin, c'est. Donc ça allait à peu près, mais oui, bon, quand même, c'est pas. Et t'as jamais eu envie de recommencer ce record? Parce que maintenant, donc, le record est détenu à 332,5 mètres, je crois. Et toi, t'as jamais eu envie de retenter le record? Si, alors après mon record, j'avais dit que j'avais promis à mon équipe que je le ferais plus jamais. Et, et en fait, quand il a battu le record, j'avoue que j'ai eu une petite envie, même une grosse envie à un moment. Et j'avais commencé à chercher, à trouver des sponsors. J'avais une bonne idée voilà, de la manière de le refaire, d'éviter les erreurs, de le faire dans un meilleur endroit avec des conditions bien meilleures de température d'eau, de visibilité, de luminosité, tu vois, genre les Bahamas ou quelque chose comme ça, ou l'Égypte, pourquoi pas. Et puis en fait, il y a eu deux personnes qui ont décédé en tentant le record, et les sponsors n'ont plus été d'accord du tout, voilà, ce que je peux comprendre. Enfin, disons qu'ils ont touché du doigt que c'était dangereux, alors qu'avant, ils le savaient, mais... Et voilà, et donc Et puis ça a tiré en longueur et j'ai perdu tout doucement la motivation. Je me suis dit peut-être que je me suis demandé si le jeu en valait la chandelle. Enfin bon, bref. Ça s'est essoufflé tout doucement et je suis passé à autre chose, quoi. Parmi toutes les plongées profondes que tu as faites, est-ce que toi, tu as déjà fait des accidents ou des maladies de décompression? Alors des accidents graves type 2, j'en ai jamais fait. Enfin des vestibulaires ou je sais pas, des neurologiques, des choses comme ça, heureusement, ça m'est jamais arrivé. Par contre, j'ai eu quelques bandes, enfin des accidents ostéo-articulaires, quoi. Souvent sur des palmages longs, profonds, voilà. Trop de palmages, genre 20, 25 minutes, 30 minutes, entre 70 et 120 mètres, par exemple. Tu vois. Quand j'étais corailleur, par exemple, ou en Tunisie, ou en spéléo, quand je n'utilisais pas de scooter, j'ai eu des bentes essentiellement au genou, quoi. Voilà. Demi-douzaine en tout. Bon, en 30 ans, ça fait pas beaucoup. Bon alors, je vais passer sur la plongée tech plutôt en général et laisser le record de côté. Donc aujourd'hui, tu as entre autres occupations, donc je crois que c'est plus ce qui t'occupe principalement, mais tu as été et tu es encore moniteur de plongée tech. Ouais, tech et spéléo, hein.
Enfin, plutôt spéléo et tech. Spéléo et tech, d'accord. Alors, juste, donc moi j'y connais pas grand-chose en plongée tech, je m'y suis pas encore mise, je me suis pas encore lancée là-dedans et j'ai quelques a priori aussi, donc tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Moi je me dis que déjà la plongée tech ça coûte extrêmement cher, que c'est énormément de préparation, de concentration, d'équipement encombrant et que moi j'aime bien juste mettre mon gilet et plouf, plonger dans l'eau chaude quoi, et voir les poissons. Du coup, qu'est-ce que toi tu pourrais dire pour convaincre quelqu'un que ça vaut le coup d'apprendre la plongée tech? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que la plongée tech, c'est tout un univers, tu as une espèce de nébuleuse. Et ça peut aller du plongeur loisir qui veut juste garder le même équipement mais améliorer sa sécurité et peut-être ses possibilités de son temps au fond, tu vois, voilà. Enfin, oui, ses possibilités de temps au fond. Bon, on va dire, hein, si c'est un plongeur qui plonge dans les 30 mètres, ça pourrait être prendre du nitrox. Alors là, on est à la limite entre la plongée loisir au nitrox et le début du. Mais déjà, c'est du début de plongée au mélange, tu vois. Donc ça permet soit de rester le même temps, mais d'augmenter beaucoup la sécurité. Peut-être pour des plongeurs qui sont un peu bulleurs ou qui ont un peu peur d'avoir des accidents. Et pour des gens qui vont par exemple déjà à 50-60 mètres, ça peut être plutôt qu'y aller en monobouteille, ça peut être d'y aller avec un petit bibouteille, tu vois, et une petite bouteille relais en décompression avec de l'oxypure ou du 50%. Enfin bon, je donne des exemples, hein, ça n'a rien de voilà. Et du coup, pouvoir rester peut-être un tout petit peu plus au fond, éventuellement mettre un petit peu d'hélium. Bon là déjà on est dans un coût un peu plus élevé, mais même sur des plongées à 40-50 mètres, faire la décompression avec un 50%, déjà c'est juste un élément de sécurité, quoi, tu vois. Voilà. Si on a un bibouteille, bon déjà là aussi on est dans un petit investissement, mais c'est pas forcément, il y a du matériel d'occasion, il y a, tu vois, c'est pas forcément des gros investissements, voilà. Et là on est plus dans la recherche pas tellement de performance, peut-être rester un petit peu plus au fond ou avec du nitrox plus longtemps au fond, tu vois, sans palier, mais surtout dans la sécurité, voilà, dans la recherche de plaisir et de sécurité. Et évidemment après, plus loin, dans l'aspect financier et matériel, ben on a beaucoup de bouteilles, ou les recycleurs maintenant évidemment, où les prix sont plus du tout les mêmes, ou le scooter, et évidemment là on peut tomber dans des équipements très lourds et très chers, et des formations aussi très longues et très chères, quoi, voilà. C'est tout un... Mais je pense que chacun peut y trouver, c'est toute une nébuleuse, comme je te disais, hein, tout un univers, mais chacun peut y trouver son compte. Quand tu recherches un peu plus de profondeur, quand tu vas déjà dans la zone des 100 mètres, quel Ouais. est l'intérêt? Est-ce qu'il y a des choses à voir au fond que tu peux pas voir moins profond? Alors oui, alors ça alors déjà il y a quelque chose qu'il faut dire avant, c'est que quand même, on... c'est une, faut que les gens aient conscience quand même que plus on reste de temps au fond et plus on va profond, plus il y a un engagement important en termes de risque. Il faut pas se voiler la face, hein, en termes de risque, en termes de temps de formation, d'expérience à acquérir et de coûts, enfin d'équipements accumulés, quoi. Malheureusement, c'est comme ça, quoi. Voilà. Ensuite, simplement, ça ouvre des champs d'exploration, enfin au sens large, hein, qu'on voilà, si la tranche des 60 à 100 mètres, il y a des grottes à explorer, enfin à visiter au moins en tout cas, à explorer moins maintenant en France, mais et puis des épaves, par exemple à Marseille, il y a le Natal, enfin qui sont à 120-130, il y a des avec François Brun, on avait exploré une épave qui était sur une 95, 100 mètres, 110 mètres, mais rien qu'à 95, 100 mètres, on est déjà sur le dessus, les stérelles, donc. Et voilà, ça, c'est des épaves, ça ouvre un nouveau champ d'action, quoi, voilà, tout simplement. Il y a des choses à voir, oui. Alors tu parles du risque dans la plongée tech, plus tu descends en profond, plus il y a de risques. Toi, j'imagine qu'avec toutes ces plongées, il y a des moments où tu as eu des petites peurs. Euh, est-ce que tu as une plongée en tête, la plongée où tu te dis, celle-là, c'est celle où j'ai eu le plus peur dans ma vie, quoi. Alors celle où j'ai eu de loin, loin le plus peur, c'était le record en fait, hein. Ça, c'est une plongée où j'ai pris extrêmement peu de plaisir finalement.
voire pas du tout. À part le fait d'avoir réalisé le projet qu'on avait. Mais à part ça, j'étais content pour moi, content pour ma famille, content pour les copains parce qu'ils avaient eu vraiment, enfin je pense qu'ils étaient, ouais, ils étaient pas rassurés pendant la plongée avant, voilà. Mais sinon, ça a été une grande partie de stress. Enfin, on va dire de stress entre la veille et pendant des années, ça a été très opérationnel, très opératoire. C'est-à-dire, on a tout planifié, mais on était assez déconnecté de la réalité, je pense. Et c'est assez intéressant parce qu'on s'en est aperçu bien après. La veille, on a commencé à avoir de gros doutes quand même. Pas des doutes sur notre préparation, hein, mais à prendre conscience, je crois, bah voilà, de l'espèce de petit truc en plus, tu vois, de- voilà, de l'ampleur de la chose, en sortant un peu du champ, juste, tu vois, de la planification, de tout va aller bien, on a tout préparé, comme tu l'as dit, le plan A, le plan B, le plan C, tu vois. On avait prévu des dérives en cas de vent, j'étais accroché sur la corde, enfin tout était prévu, sauf ce qui est pas prévu, par exemple la lampe qui pète ou tu vois, voilà, un problème avec le syndrome nerveux. Voilà. Mais à part ça, ça a été voilà de la veille. Alors, le matin, c'était une catastrophe au niveau stress, malgré la sophrologie et toutes ces choses-là. Et pendant toute la descente, comme je te l'ai dit, j'ai eu aucun plaisir. Pourtant, c'est une belle descente quand même, hein. C'est 10 minutes de descente. C'est quand même une sacrée belle descente, un gros plaisir de ce côté-là, mais bon, quand même très contrebalancé par le stress. Et après, c'est juste remonter en automatique parce que j'avais très mal à une oreille, tu vois. Voilà. Donc ouais, je crois que c'est la pire plongée que j'ai faite, hein. Tu fais quand même de la plongée loisir, juste avec ta petite bouteille, ton petit gilet. Ouais, je crois qu'à un moment, j'ai fait tellement de plongées avec tellement de trop de matériel et tellement de trop d'engagement que j'apprécie de plus en plus la plongée loisir, voilà, de plus en plus. Et alors, je suis jamais tranquille parce que juste avec une bouteille, deux détendeurs dessus et une stab, tu vois, je me dis j'ai oublié un truc. Enfin, mais en fait, non, non, mais j'apprécie vraiment énormément hein, de moins prendre de risques, oui, d'avoir beaucoup moins de matériel et puis d'aller peu profond. Enfin, voilà, quoi. Ce qui n'empêche que voilà, quand j'enseigne encore en spéléo, je prends beaucoup de plaisir. C'est pas la question, hein, mais j'apprécie de plus en plus la plongée loisir. Bon, alors, on pourrait parler encore pendant des heures, hein, parce que t'as fait tellement de choses, t'as participé à des tournages de films, t'as été plongeur sauveteur, t'as participé à l'élaboration de tables de plongée. Enfin, voilà, t'as fait tellement de choses, mais bon, on va pas faire un épisode de 2 heures. Du coup, juste en dernière question, est-ce que il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ou quelque chose que tu voudrais ajouter pour finir cette conversation? Non, 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 rien, rien. Simplement que voilà, je trouve qu'au bout d'un moment, avec du recul, je me dis que voilà, bon, ça peut sembler un peu paradoxal et un peu peut-être hypocrite pour certains, mais voilà, plus ça va, plus je me dis qu'il y a quand même, il n'y a pas grand-chose qui justifie de prendre d'énormes risques, tu vois, et de risquer sa vie. Voilà, évidemment, je dis ça peut-être avec du recul, hein. Et que je dis pas de pas plonger sous terre ou quoi, parce il y a vraiment moyen avec des bonnes formations, un bon équipement, et je pense vraiment en faisant attention, en accumulant l'expérience petit à petit, et en se formant bien et en s'équipant bien, de pratiquer la spéléo, le tech, voilà, peut-être jusqu'à 100, 120, mais bien prendre conscience que c'est vraiment des engagements, c'est un engagement supérieur, ce qu'on moi que j'avais pas pris conscience de ça au départ et que voilà et que c'est pas la peine d'aller forcément très profond et très loin pour prendre beaucoup de plaisir, par exemple en spéléo, quoi, qui peut être un monde merveilleux en allant simplement dans les 2, 3, 400 premiers mètres et ça peut suffire, quoi. Alors, justement, une Rester question. humble, voilà. Une Peut-être que question que je voudrais te poser, parce que tu dis ça vaut pas forcément le coup de risquer sa vie. Justement, ce record que tu as atteint, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre que la satisfaction d'avoir un record? Est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce que financièrement, ça t'apporte quelque chose de faire un record? non, financièrement, je vois pas un seul plongeur, ou alors, enfin, j'ignore certaines choses, mais je vois pas un seul plongeur que ça a rendu riche, célèbre non plus, enfin, à part un peu dans le milieu de la plongée, ce qui est pas grand-chose. Mais
Non, non, non. Après, il faut reconnaître que qu'en tant que moniteur professionnel, évidemment, ça donne une certaine notoriété, mais il y a beaucoup de moniteurs qui fonctionnent très bien, qui ont jamais fait de record, hein, simplement. Je pense que les livres qu'on a écrits avec François et tous les articles que j'ai écrits m'auraient suffi, hein, donc c'est pas non plus une justification. Je crois que le record, c'était surtout c'est une aventure personnelle en fait, hein, c'est une quête intérieure, savoir un peu ce qu'on vaut, connaître ses limites personnelles, c'est très égoïste au final, hein, c'est très égoïste, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment. Je crois que j'ai vraiment pris conscience, comme je te l'ai dit, des risques la veille, le jour même et pendant la plongée. Et après, en se disant, ouais, quand même, je crois que c'est surtout après qu'on en a pris conscience. Et que c'est pour ça que maintenant j'ai ce discours un petit peu, tu vois, et que oui, au final, on peut vivre sans ça. Faire de la plongée tech, enfin un outil, tu vois, les mélanges, les recycleurs, pour aller explorer plus longtemps, 50, 60, comme je te le dis, 100 mètres et tout, c'est merveilleux. Hein, et que chacun veuille y aller, veuille aller où il veut, puisse aller où il veut, c'est génial. Mais de là à faire des choses comme ça, c'est bon. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est ouvert, mais voilà. C'est très égoïste. Voilà, on peut s'en passer. Un grand merci Pascal pour cette interview. Avec grand plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info@paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Brault pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. À très bientôt!